Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Khadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Le vieillard, chevrotant, se retrancha derrière une moue outrée, la figure sombre. Je ne dis pas ça pour t'offenser, mon ami. Je fuis le faucon sur un ton conciliant. Je m'en voudrais à mort de te manquer de respect. Mais je ne te laisserai pas mettre notre tort sur le dos de Saddam. C'était un monstre, oui, mais un monstre de chez nous, de notre sang. Et nous avons tous contribué à consolider sa mégalomanie. De là à lui préférer des impies venus de l'autre bout de la terre nous marcher dessus, il ne faut pas exagérer. Les GI ne sont que des brutes, des fauves, des bêtes, qui roulent les mécaniques devant nos veuves et nos orphelins, et qui n'hésitent pas à larguer leurs bombes sur nos dispensaires. Regarde ce qu'ils ont fait de notre pays, un enfer. Saddam en avait fait un charnier, lui rappela Issam II. Ce n'était pas Saddam, mais notre peur. Si nous avions fait montre d'un minimum de courage et de solidarité, jamais ce chien ne se serait permis d'aller aussi loin dans l'exercice de la tyrannie. Tu as raison, dit l'homme sous la tondeuse du barbier, s'adressant au faucon dans la glace. On s'est laissé faire, il en a abusé. Tu ne me feras pas changer d'avis. Les Américains nous ont débarrassés d'un ogre qui menaçait de nous dévorer crus, tous, les uns après les autres. Pourquoi crois-tu qu'ils sont là, les Américains, s'entêta le faucon. Par charité chrétienne, ce sont des hommes d'affaires, ils nous négocient comme des marchés. Hier, c'était nourriture contre pétrole. Aujourd'hui, c'est pétrole contre Saddam. Et nous, dans tout ça, de la monnaie de singe. Si les Américains avaient 1 gramme de bonté, ils ne traiteraient pas leurs noirs et leurs latinos en troglodytes. Au lieu de traverser les âges et les océans pour prêter main forte à des pauvres bougnoules émasculés, il ferait mieux de balayer devant leurs portes et de s'occuper de leurs Indiens, qui se décomposent dans des réserves à l'abri des curiosités semblables à des maladies honteuses. Absolument, martela le vieillard chevrotant. Tu t'imagines des GI qui se casseraient la gueule à des milliers de kilomètres de chez eux par charité chrétienne? Ça ne leur ressemble pas. Est-ce que je peux placer un mot? Dit enfin Jabir. Un silence respectueux s'installa dans le salon. Lorsque Doc Jabir prenait la parole, c'était toujours un moment solennel. L'ancien professeur de philosophie que les géoles de Saddam avaient élevé au rang de héros parlait peu, mais ses interventions remettaient pas mal de choses à leur place. Il avait le verbe haut, les propos justes, ses arguments étaient sans appel. « Est-ce que je peux poser une question ?» ajouta-t-il sur un ton grave. « Pourquoi Bush s'acharne-t-il sur notre pays ?» La question fit le tour de l'assistance sans trouver preneur. On la supposait piégée et personne n'avait envie de se couvrir de ridicule. Doc Jabir tout sauta dans son poing, certain d'avoir l'attention générale pour lui tout seul. Ses yeux de furet traquèrent le regard réticent, n'en déchinèrent aucun. Il se consentit à développer le fond de sa pensée. Pour nous, débarrassés d'un despote, leur larbin d'hier aujourd'hui compromettant. Parce que notre martyr avait fini par attendrir le rapace de Washington. Si vous croyez une seconde à ce conte de fées, c'est que vous êtes fichus. Les USA savaient 2 choses extrêmement préoccupantes pour le projet hégémonique. Premièrement, notre pays était à 2 doigts de disposer pleinement de sa souveraineté, l'arme nucléaire. Avec le nouvel ordre mondial, seules les nations disposant de l'arsenal nucléaire sont souveraines, les autres n'étant dorénavant que de potentiels foyers de tension, des greniers providentiels pour les grandes puissances. Le monde est géré par la finance internationale pour laquelle la paix est un chômage technique. Question d'espace vital. Deuxièmement, l'Irak était la seule force militaire capable de tenir tête à Israël. La mettre à genoux, c'est permettre à Israël de faire main basse sur la région. Ce sont là les 2 véritables raisons qui ont conduit à l'occupation de notre patrie. Saddam, c'est de la poudre aux yeux. S'il semble légitimer l'agression américaine aux yeux de l'opinion, il n'en demeure pas moins un leurre diabolique qui consiste à prendre les gens à contre-pied afin d'occulter l'essentiel,
empêcher un pays arabe d'accéder aux moyens stratégiques de sa défense et donc de son intégrité et par là même aider Israël à asseoir définitivement son autorité sur le Moyen-Orient. Personne n'ayant vu venir le coup, l'assistance en resta bouche bée. Satisfait, le doc savoura un instant l'effet que produisait la pertinence de son intervention, se racla la gorge avec arrogance, convaincu qu'il leur embouchait un coin, et se leva. « Messieurs, décréta-t-il, je vous laisse méditer mes propos dans l'espoir de vous retrouver demain éclairés et grandis. » Sur ce, il lissa majestueusement le devant de sa djellaba et quitta le salon avec une morgue excessive. Le barbier, qui ne prêtait pas attention aux dires des uns et des autres, se rendit enfin compte du silence qui venait de se faire autour de lui. Il souleva un sourcil puis, sans trop se poser des questions, il se remit à tendre son client avec l'indolence d'un pachyderme broutant une touffe d'herbe. Maintenant que Doc Jabir s'était retiré, les regards convergèrent sur le doyen. Ce dernier remua dans sa chaise en osier, clappa les lèvres et dit « On peut voir les choses sous cet angle aussi. » Se tut un long moment avant de rajouter « En vérité, nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé, le fruit de nos perjures. Nous avons failli. Autrefois, nous étions nous-mêmes, des Arabes braves et vertueux, avec juste ce qu'il faut de vanité pour nous donner du cran. Au lieu de nous bonifier avec le temps, nous avons dégénéré. » « Et quels ont été nos torts ? Demanda le faucon susceptible. « La foi. Nous l'avons perdue, et perdu la face avec. À ma connaissance, nos mosquées ne désemplissent pas. Oui, mais que sont devenus les croyants ? Des gens qui se rendent machinalement à la prière et puis qui retournent dans l'illusoire une fois l'office terminé. Ce n'est pas cela la foi. » Un partisan lui tendit un verre d'eau. Le doyen a bu quelques gorgées. Le bruit de l'ingurgitation résonna dans le salon comme des pierres tombant dans un puits. Il y a une 50aine d'années, alors que je conduisais la caravane de mon oncle en Jordanie, à la tête d'une centaine de chameaux, je m'étais arrêté dans un village près d'Amman. C'était l'heure de la prière. Avec un groupe de mes hommes, nous avions rejoint une mosquée. Nous nous étions mis à faire nos ablutions dans une petite cour d'allée. L'imam, un personnage imposant vêtu d'une tunique flamboyante, s'était alors approché de nous. « Que faites-vous là, jeunes gens ?» nous avait-il demandé. « Nous nous lavons pour la prière, » lui avais-je répondu. « Croyez-vous que vous autres suffisez à vous purifier ?» C'était-il en qui « Faut bien faire ses ablutions avant de rejoindre la salle des prières » lui avais-je fait remarquer. Il avait alors tiré une figue, toute belle et fraîche de sa poche, l'avait nettoyée laborieusement dans une tasse d'eau. Ensuite, il l'avait ouverte sous nos yeux. La belle figue grouillait d'asticots. L'imam avait conclu. Ne s'agissait pas de laver son corps, mais son âme. Jean, si vous êtes pourri de l'intérieur, ni les fleuves, ni les océans ne sauraient vous désinfecter. Toutes les personnes réunies chez le barbier hochèrent la tête conquise. N'essayons pas de faire porter aux autres le chapeau que nous avons fabriqué de nos mains pour nous-mêmes. Si les Américains sont là, c'est de notre faute. Nous perdons foi. Nous avons perdu nos repères et le sens de l'honneur. Et voilà, s'écria le barbier en agitant sa brosse par-dessus la nuque cramoisie de son client. Les gens dans le salon se figèrent, indignés. Loin de se douter qu'il venait de chahuter le doyen, révéré de scandaliser ceux qui s'abreuvaient aux sources de ses lèvres, le barbier continua de remuer sa brosse d'une main désinvolte. Le client ramassa ses vieilles lunettes rafistolées avec des bouts de scotch et du fil de fer, les ajusta sur son œil tuméfié et se contempla dans la glace en face de lui. Son sourire se mua aussitôt en grimace. « C'est quoi ça ?» gémit-il. « Tu m'as tondu comme un brebis. Tu n'avais déjà pas assez de cheveux en arrivant, » lui signala le barbier impassible. « Peut-être, mais là tu exagères. C'est à peine si tu ne m'as pas enlevé la peau du crâne. Tu aurais pu m'arrêter. »« Comment ? Sans mes lunettes, je ne vois rien. » Le barbier esquissa une moue embarrassée. « Désolé, j'ai fait de mon mieux. » À cet instant, les deux hommes se rendirent compte que quelque chose ne tournait pas rond.
se retournèrent et reçurent de plein fouet le regard outré des personnes réunies dans le salon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le barbier d'une voix petite. « Le doyen était en train de nous instruire, lui fit-on remarquer sur un ton de reproche. Et non seulement vous n'écoutiez pas, mais en plus, vous chamaillez pour de misérables coups de ciseaux ratés. C'est inexcusable. » Réalisant leur muflerie, le barbier et son client portèrent la main à leur bouche, à la manière d'un enfant surpris en train de dubiter des grossièretés, et se firent tout petits. Les jeunes gens, qui écoutaient sur le perron, se débinèrent sur la pointe des pieds. Quand les sages et les grandes personnes s'engueulent à Kafkaram, les adolescents et les célibataires se doivent de débarrasser le plancher.